premier groupe de la saison ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix Exbury, groupe 3, réservé au chevaudage sur la distance de 2000 mètres, traditionnel groupe 3, jumelé, vous le voyez sur les images, couplé pour Watnan Racing, et c'est Map of Stars qui soigne ses stats, qui s'impose pour son retour en piste. C'est l'entraînement de Francis Graffard à la montre de James Doyle, qui réalise pratiquement un sans faute depuis le début de sa carrière, ce Map of Stars. Ça fait 4 succès en 5 sorties. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Débrief, notre traditionnel rendez-vous du dimanche soir. J'espère que tout va bien. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un invité qui a le vent en poupe. Ça se passe très bien depuis déjà pas mal de mois. C'est Nicolas Perret qui me fait le plaisir d'être là ce soir. Ça fait quoi? Bonsoir. 4 ans maintenant, vous êtes installé entraîneur. 4 ans passés, ouais. 4 ans passés et ça se passe très bien pour le coup, puisque pour le moment, vous êtes en tête d'ailleurs au classement des entraîneurs. Ouais. C'est bon. En même temps, je ne sais pas encore, mais ouais, je suis encore en tête. Aujourd'hui, vous êtes en tête et au gain et en victoire. Avec nous sur le plateau également, un habitué, il est chez lui ici, il a sa chaise privilégiée d'ailleurs, c'est Maxime Bourrat. Bonjour Manuela. Salut Maxime. Et un rentrant de classe, de luxe, Dominique Boeuf. Salut Dominique. Bonsoir tout le monde. Ouais, bien frais, on fait ça. Bien frais, vous bien êtes frais. proche, près de la... Comment? Affûté comme d'habitude. Ah bah elle est très affûtée, ça fait Dominique toujours. Mais écoutez, c'est parti pour près d'une heure d'une émission ensemble. On va revenir déjà dans un premier temps sur ce qui s'est passé ce dimanche à Saint-Cloud. Prix Exbury au petit comité, puisqu'il n'était que 5 au départ de cette édition 2025. C'est la première marche qui va nous emmener ensuite sur le Darcourt, le Gannet. Déjà, que s'est-il passé aujourd'hui? Belle course sur le gazon, ça fait plaisir. On revit, j'ai envie de dire. Et c'est ça, ce prix Exbury, toutes ces promesses, le grandissime favori de la course, c'était donc ce Map of Star avec la Kazakh Watnan Racing et la montre du premier jockey de cette Kazakh-là, James Doyle. Favori de cette épreuve, il a voyagé en 3e position toute la route. Son compagnon de Kazakh, First Look, lui animait les débats. En 2e position, il y avait Sevena's Night. Course finalement assez tactique. Il y a eu certes un cheval qui a fait du rythme devant, mais les jockeys ont eu leur position et ça s'est déroulé dans la ligne droite. Et surtout, le favori a pu s'exprimer assez facilement aux 400 mètres. Il s'est annoncé comme pour, très sincèrement, gagner de très loin, je le pensais, à cet instant du parcours. Il double bien évidemment l'animateur First Look. Il gagne plaisamment. Il faut rappeler aussi que c'est une rentrée. Le cheval n'avait pas couru depuis le mois d'octobre. Mais on sent un cheval qui se gère. On sent surtout, et je ne sais pas si Dominique va être d'accord avec moi, qu'on a affaire à un cheval qui a pas mal de marge de manœuvre. Parce que, comme vous l'avez dit, il a peu de métier, mais il a beaucoup de qualité. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il va s'envoler. Oui, c'est un cheval qui a une accélération assez forte et puis qu'après, il gère un petit peu. Après, il ne rencontrerait pas n'importe qui aujourd'hui. On a 2 chevaux de très grande valeur qui sont First Look et Sevena's Night, qui sont 51,5 de valeur. Ça fait des ratings internationaux proches du groupe 1 ou juste en dessous du groupe 1. Donc, il bat des chevaux avec des ratings très intéressants et avec la manière. Moi, j'ai bien aimé aussi le retour en piste de First Look. Prend la 2e place. Ouais, qui a eu une saison un peu plus difficile après son Super Jockey Club, mais on le retrouve aujourd'hui. Et puis l'autre pensionnaire d'André Fabre, qui a plutôt fait sa grosse valeur internationale sur des longues distances, qui se comporte pas si mal sur 2000 mètres aujourd'hui. Mais voilà, c'est un lot très correct et le cheval de Francis Graffard le fait bien, c'est de bon augure. On va parler également de votre poulain, puisque vous étiez dans la course, Nicolas. Ouais. Vous aviez comme quoi alors, il est 4e sur 5, vous me direz, au résultat brut, mais qui court super, il est vraiment tout près du gagnant. Ouais, il est très bon 4e. Ouais. Très bon 4e, on ne s'attendait pas à ça. Il est 43 de valeur, lui. Donc, on a couru parce qu'ils étaient 5. Ouais. On avait quand même 2 courses depuis le début de l'année. On avait de l'avance sur les rentrants, donc on s'est dit si on peut gratter une meilleure place. Mais il est très bon 4e. Il vous étonne un peu parce qu'on pense qu'il va être un peu... Il revient avec Seven's Night, presque rechercher les 2 autres. Oui, non, il étonne, oui et non. Il avait montré quand même de la qualité à Cagnes en dernier lieu. Et puis, c'est vrai qu'on s'attaquait à quand même à des 50, 51 de valeur. Mais on espérait qu'il court très très bien, comme il a fait aujourd'hui. Maintenant, il n'est pas black type aujourd'hui encore, mais... Ça ne pas jouer à grand chose. Oui, mais bon. On n'a pas à rougir de cette 4e place, elle est très bonne. On a une longueur et demie du gagnant. C'est ça. C'est certes avec 2 courses d'avance cette année, mais il montre là, il va avoir un petit break parce qu'il a déjà couru 3 fois cette année quand même. Mais on va aller sur une liste de province et... C'est du galop, quoi. Il y en a des choses comme ça. Et puis surtout, voilà, en fin d'année, on a aussi le Grand Prix de Marseille, on a plein de courses pour lui, on va voir, mais c'est sûrement un bon cheval, ouais. On revient au gagnant, on connaissait sa mère, Bathilde, qui était une véritable championne. Lui, il a l'air tardif également. Oui, l'entourage a pris son temps, lui a donné des tâches faciles
Et bien leur en a pris parce qu'à chaque fois, on le trouve de plus en plus beau, on le trouve de plus en plus mature. Aujourd'hui, il y avait de l'opposition, c'était un step à passer, il l'a passé. Il y en aura encore un autre la prochaine fois. Et puis après, il faudra klaxonner au niveau groupe 1. Mais tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Notre responsable éditoriale, Marie Pérez, n'a même pas mis de point d'interrogation pour Map of Stars tout d'un grand. Vous êtes d'accord? Disons que c'est aussi ce que pense Francis-Henri Graffard, parce qu'il attaque un chemin qu'il connaît bien, mais il a dit après la course au micro de François Prado que le chemin s'était pris d'Harcourt, et ensuite on allait sur le Gannet, et que par la suite, évidemment, la distance serait qu'un avantage pour son cheval. Donc moi, je pense vraiment qu'il a tout d'un grand. Il a le physique, comme l'a dit Dominique, c'est un cheval qui est magnifique, qui, à chaque fois qu'on le voit en piste, t'as l'impression qu'il est encore plus beau. Il a une gueule, et je trouve qu'il a un truc. Donc j'ai hâte de voir justement la suite. Donc c'est un potentiel lauréat de groupe 1 cette année? En tout cas, de la façon qu'il bat les deux belles valeurs de la course, un groupe 1, c'est tellement dur à gagner. On ne peut pas être affirmatif. Mais sa montée en condition, en tout cas, ça va l'amener très en tout cas, ce que fait Francis Graffard avec ce cheval, tout est parfait. C'est ça. On continue, et à chaque fois qu'on lui demande de monter une marche, il le fait, et avec la manière. Donc pourquoi pas. Rendez-vous dans les semaines à venir, évidemment. On aura hâte de le revoir en piste. Autour de ce prix Exbury, il y avait des listed races qui s'adressaient à des 3 ans. On a choisi 2 listed ici sur le plateau. C'est un choix. Flaming Stone qui s'est imposé dans le prix la Camargo. Non, mais ça, après, c'est toujours les sujets. C'est très subjectif de savoir les impressions, etc. On démarre par la pouliche, Flaming Stone, qui a quand même eu, je plaisante, mais qui a quand même eu un bel éclair quand même de classe à entrer de ligne droite quand elle a été décalée. C'est ça, c'était sa première sur notre sol, il faut aussi le souligner pour cette Flaming Stone qui arrive d'outre-Manche avec des lignes très solides quand même, ancienne pensionnaire de Ralph Beckett. Elle a bien voyagé, bien évidemment, mais ce qui me plaît surtout, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est la façon dont elle s'allonge pour finir. Je trouve qu'elle déploie, elle a un véritable changement de vitesse, elle est déjà très aérienne, et notamment au canter, elle était très aérienne, très très souple, et je trouve qu'elle accélère de très belle manière pour gagner, à mon sens, facilement. Il ne faut pas oublier, comme je le disais, que c'était sa première sortie sur notre sol. C'est des rythmes évidemment qui sont différents, et je trouve qu'elle a montré qu'elle pouvait s'adapter facilement. Elle gagne avec, je trouve, une vitesse de plus à passer. Donc c'est ce qui me plaît. L'opposition était évidemment une opposition très sérieuse, mais moi j'ai aimé le comportement de cette pouliche et voilà, le style. C'est vraiment ce qui a retenu mon attention. Vous êtes moins emballé, Dominique, par Si. Non, pas moins emballé. C'était sur le choix des courses que j'étais moins emballé. On en a oublié une. Mais non, c'est très propre. Je pense que l'entourage du prince Abdullah, Prince Abdullah, pardon, a emmené cette pouliche-là parce qu'elle a besoin de terrain souple en France. J'ai entendu son entourage. Le prochain coup, c'est la grotte et peut-être la poule d'essai allemande. Je pense qu'en faisant une perf comme ça, elle partira à 1-10 dans la poule d'essai allemande. Je lui ai trouvé une très belle action. Les 2 favorites, qui sont 2 et 3, sont des juments qui sont assez solides, placées de groupe, placées de listed, gagnantes de listed. Elles se sont un petit peu tiré la bourre pendant que la gagnante était un petit peu plus tranquille. Donc ils ont démarré un sprint d'assez loin. En tout cas, les 3 pouliches sont déjà black type, et c'est 3 pouliches qui tiennent la route. Un mot sur l'entraîneur, c'est Henri Devin, François Devin, qui, à l'image d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Nicolas, mais ça fait partie de cette jeune génération qui arrive et qui a reçu d'excellentes casaques, de très très belles casaques, de bons qui arrive toujours à sortir une poulain ou une pouliche par saison qui fait de très belles impressions, et avec qui il peut avoir des ambitions. Ah, il est né dans le Sérail, il est né dans un box, comme je dirais. Oui, mais bon, vous savez, je suis né dans un box. On l'a connu aux courses à l'époque de Terre à Terre, de tous ces grands chevaux, Ange Gabriel, et tout l'élevage familial. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'entraîner, qui a toujours baigné dans ce métier-là. Et voilà, quoi, quand on aime ça, qu'on est passionné, qu'on a eu les bonnes bases, qu'on a fait les bons stages chez les bonnes personnes, le bon travail est récompensé, et on voit que son effectif s'améliore de saison en saison. Parlons maintenant d'une autre compétition, c'est le prix François Matet, autre listed, avec un concurrent qui avait couru, lui, cet hiver à Cagnes-sur-Mer, à l'inverse de la pouliche dans la Camargo, avait couru cet hiver à Cannes, qui arrivait avec déjà une forme avancée. Il a gagné le Policeman à Cagnes. C'est un cheval qui arrive, comme vous le dites, en condition avancée. Donc cette épreuve, finalement, tombait plutôt bien dans le programme, dans le sens où voilà, il y avait des chevaux qui avaient moins de métier, et lui, il arrivait certainement pas loin d'être à 100% de ses qualités à l'heure actuelle.
exceptionnel. Et en plus de ça, il a bénéficié d'un bon parcours offert par Hugo Beignet. Et dans cette épreuve, voilà, encore une fois, un petit peu à l'image du prix Exbury, ça s'est joué sur un sprint. Il a eu ses aises pour accélérer. Après, son métier, bien évidemment, a fait la différence par rapport à d'autres qui avaient finalement qu'une seule course dans les jambes. Et il a su accélérer, prolonger son effort et surtout, dans quelques instants, faire parler son métier pour résister à un concurrent qui, lui, en a moins. Il participait à sa deuxième course du programme, qui est venu quand même comme pour se relancer, comme pour venir gagner au poteau. Et Hayden Swan, sous les sollicitations d'Hugo Beignet, son jockey, a fini le travail. La marge est infime au passage du poteau, mais on a affaire à un cheval voilà, qui arrive de Cagnes, qui est passé par la province pour arriver à Paris, s'affirmer à Paris et résister à certainement un concurrent de qualité aussi qui, cette fois, est deuxième, mais la prochaine fois, pas loin d'être premier. L'arrivée serait inversée. Ouais. Comment on peut expliquer, Nicolas, que pour la 3e année de suite, on a un Hongre qui s'impose dans ce prix François Mathey. Vous avez remporté d'ailleurs cette épreuve avec Harry Way. Un Hongre. Ça ne s'explique pas. Hein. C'est le programme. Je pense que pour les bons chevaux qui vont sur le Jockey Club, déjà ils font rarement leur rentrée dans le François Mathey. Ils ont souvent couru à 2 ans. Et c'est souvent trop tôt, et puis les pistes ne sont pas excellentes, souvent au mois de mars, donc beaucoup hésitent. Et ils vont direct, au mois d'avril, ça court tout de suite. Ils courent 2 fois, ils ont le temps de courir 2 fois s'ils font leur rentrée début avril pour aller sur le Jockey Club. Et donc du coup, ça ouvre un peu les portes aux Hongres, à tout le monde, quoi. Et puis c'est des chevaux, il a couru à Cagnes. Enfin, je pense que c'est pas... C'est le fait du hasard, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Je pense pas que ce soit parce que... Non, parce qu'il est Hongre qui gagne le François Mathey. Non, ça c'est pas. Non, mais ça ouvre. Il y a eu Brad Pitcher l'année dernière devant Galandagan. Enfin, oui, mais c'est même une réalité. Avant, c'était moins le cas. Il y a des très belles courses pour les Hongres. On le voit de plus en plus où on a des Hongres qui sont exceptionnels à l'international. On en a besoin des Hongres. Après, pour les filières classiques, c'est sûr que les chevaux rentrent peut-être un peu plus tard, même si là, je pense que le cheval de Christophe Ferland est un de ses gros espoirs. De la saison, et que lui est plutôt rentré parce que c'est un cheval qui est très lourd, c'est le frère de Sosie. C'est un cheval qui est très lourd, et donc je pense que lui, ils avaient envie de le rentrer un petit peu plus tôt pour qu'il se dégrossisse à force des courses, mais on sent que quand Christophe Ferland parle de ce cheval, il a les yeux qui brillent. Donc, et puis nous, on a vu une belle passe d'armes, mais on a vu surtout un lot de qualité, que ce soit au rond de présentation sur la piste, le lot tenait la route, et c'est surtout, à mon avis, des futurs chevaux de groupe. J'ai rarement vu un cheval tiré comme ça en début de parcours, c'est le vôtre, Instant Fragile avec Christophe Saumillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours pas d'explication à chaud. Le matin, il n'a pas du tout ce comportement-là. On va reprendre à 0. Peut-être un peu frais. Pourtant, il avait du travail, mais un peu frais. Peut-être un peu long. Enfin, sûrement un peu long. Mais il était bête déjà un peu avant la course. Pas dans son habitude. Je pense que premier déplacement, première fois qu'il fait 1000 km, qu'il change d'environnement sur 2 jours, le tout réuni, je pense que ça n'a pas été. Mais on va reprendre à 0, mais c'est un bon cheval. Oui, il avait montré de très belles choses. Hein. On a vu très vite qu'il n'était pas dans son assiette déjà en allant au départ. Ah non, au départ. Déjà en allant au départ, c'était pas le cheval qu'on avait vu à Marseille. Il était très réveillé avant la course, je ne sais pas ce qu'il a eu. Après, je pense que déjà, avant la course, pas bien. Pour aller au départ, pas bien. Donc, du coup, avec les 2100... Mais c'était plus du tout bien. 0 sur 10. À reprendre, c'est pas évident, hein, parce que... Non, mais il avait eu un éclair de classe dans le de la honte. Oui, non, mais ça... Il avait eu un éclair de classe. Après, moi qui ai beaucoup monté à Marseille et qui ai monté des bons chevaux à Marseille, c'est vrai que l'hippodrome est un petit peu propice pour donner de la vitesse aux chevaux à Marseille. Et quand on a un cheval un peu frais comme ça en début de saison, il peut tout de suite se passer ce genre de petite situation. Marseille, les courses vont vite, le tournant arrive très vite, les jockeys aiment bien avoir une bonne position assez rapidement. Et là, le rythme parisien, je pense, bon, en plus de tout ce changement... Je ne crois pas que ce soit ça aujourd'hui qu'il est perturbé, c'est autre chose. Quoi, je ne sais pas, mais c'est pas ça. C'est un cheval qui est facile le matin, qui ne tire pas, qui est dans sa bulle, qui travaille derrière des chevaux. À revoir. Et dans les galops, voilà, c'est plus à revoir, surtout à revoir la distance, je pense, parce que je pense que je me suis peut-être un peu trompé aussi en allant sur 2100, mais le matin... C'est là que je voulais en venir, tu vois. Il est tellement lymphatique. Un cheval de 2000 à Marseille peut faire plus facilement 16 à mais Paris. là c'est dès l'entrée en piste. 16 et 17. Là, c'est dès l'entrée en piste. La tête n'allait pas avant
la course. Ouais. Non, c'est plus... Ouais, voilà, s'il avait été calme avant la course et tout ça, je dirais oui. Mais là, c'est pas du tout... si on regarde ces 2 courses qu'il a fait avant, il est un peu comme ça dans le parcours. Il est un peu pris de vitesse. C'est un des gros espoirs de l'écurie ou il y en a d'autres? Ça fait partie des espoirs, voire... non, c'est certainement un des mieux pour l'instant. Aujourd'hui, il y a Master 4 qui a fait voir quelque chose l'autre jour. À Toulouse? Non, à Saint-Cloud, la semaine dernière. Ouais, et celui de Toulouse. Il y a Rico aussi, oui, à Toulouse. Il y en a 2, 3. Ouais. Il y en a un poulain qui a débuté un peu moyennement, mais il n'était pas à 100%. Enfin, je ne l'avais pas gratté pour débuter. Un poulain qui s'appelle C'est vrai, qui est très, très bien. Non, il y a 3-4 poulains qui sont qui vont être black type, j'en suis sûr. Oui. En tout cas, celui-ci, on va le reprendre à 0, j'ai bien compris, tranquillement, et reprendre les choses dans le bon ordre. Oui. C'est pas évident parfois les débriefs, hein, de pouvoir savoir où on va comme ça et de se dire mais c'est difficile. Non, pas pour nous, je parle pour les entraîneurs. Le métier d'entraîneur. On a une réaction à chaud, puis à froid, on se pose étudie, et on réfléchit, on regarde, on revoit le film, on revoit ses films, on le voit le matin et à un moment donné, on prend une décision. Et puis, si c'est pas la bonne, on réajuste. On recommence. Et on réajuste. À un moment donné, on se relève à 5 h du matin. Parce que sinon, on se relève à 5 h, on se regarde la tête et on continue. Mais non, mais c'est pas, je suis pas inquiet. Enfin, je suis pas inquiet. On est toujours déçus, mais pour son avenir à lui, je suis pas inquiet. C'est ça, c'est déçu mais pas inquiet. On va s'intéresser maintenant à l'actualité de la semaine. C'était à Cheltenham. Alors, il y en a un qui a révisé cela, je vais vous dire, ça fait des jours qu'il révise ce festival de Cheltenham, c'est Maxime. Mais il était sur place. J'étais. C'est pour ça que j'ai plus de voix, vous voyez bien, que j'ai trop crié. Mais on a vu des belles choses. Faites-nous rêver. On a vu des belles choses comme d'habitude et on a surtout vu on l'a vu sans le voir parce qu'il n'a pas gagné, mais Galopin des Champs, le favori de cette épreuve, le favori de la Gold Cup. On parle de la Gold Cup, c'est le grand Steve vendredi, exactement. Qui se disputait vendredi, Galopin des Champs entraîné par Willy Mullins qui courait après sa 3e Gold Cup, ce qui n'est pas rien, associé à Paul Tonent. Mais le cheval n'était pas dans son assiette. Déjà, il était loin. Et même s'il s'est rapproché en bas de la descente pour venir gagner, bien évidemment, comme il était attendu, le cheval est venu extrêmement facilement. Mais il n'était pas parfait dans ses sauts. Et surtout, il y a un cheval qui s'appelle I Know the Way You're Thinking, entraîné par Gavin Cronwell, qui, lui, a été remarquable avec une monte absolument magnifique de Mark Walsh, qui a pisté toute la route Galopin des Champs pour ensuite le dominer très sûrement. Ce n'est pas un inconnu, celui-ci, le gagnant de cette Gold Cup. C'est un cheval qui a des lignes extrêmement solides, qui évidemment croisait Galopin des Champs et n'était pas cette fois en mesure de le battre, mais Galopin des Champs n'était peut-être pas dans son assiette aujourd'hui et lui il en a profité pour gagner et gagner dans un très bon style. Vous savez, les Anglais sont des véritables sportsmen. Après l'Adder, tout le monde attendait la victoire de Galopin des Champs. Il n'a pas gagné. L'ambiance est retombée nettement, mais le gagnant n'a rien volé à personne et c'est assurément un excellent cheval. Il y en a un qui a posé ses jalons également pour la Gold Cup de l'année prochaine. C'est Fact to File, c'était dans l'occasion du Ryanair Chase. Ouais, un super cheval dans ce Ryanair Chase dont on reparlera bien évidemment. Mais lui, il était grandissime favori chez les books attendus, cote extrêmement basse. Et il a été très très bon. De toute sa classe, il a gagné toute la route. C'est assez simple. Il a patienté, il patientait dans le dos d'Îlet français. Et il n'a jamais été inquiété. Willy Mullins a le choix du roi. C'est assez remarquable, j'aimerais bien être à sa place. Il ne court pas Fact to File dans la Gold Cup parce qu'il a Galopin des Champs en étant quasiment sûr de gagner. Il est battu. Mais Fact to File, l'année prochaine, ça va être feu la Gold Cup. Et là, va falloir quand même être très costaud pour le battre, celui-ci. Parce que plus il court, plus il est bon. Et c'est le nouveau champion, je pense. Et je ne suis pas le seul à le penser. Les Anglais et les Irlandais aussi, de Willy Mullins. Et il va faire parler de lui. Sportivement parlant, c'était les 2 épreuves. Il y avait la grande course de haie. Oui, le championnat les 2 favoris sont tombés. Avec un scénario de course improbable. Dominique, on voudrait mettre aussi l'accent sur Willy Mullins, qui aura remporté 10 courses de groupe 1 au cours du festival. Il égale son record. Oui, il égale son record, il bat tous les records, il a une écurie... Il n'y a plus que lui et les autres en Angleterre et en Irlande. Non, il y a Nicky Anderson, il y en a quelques autres aussi. Ouais. Déjà, c'est surtout la dominance irlandaise. Ça, c'est assez incroyable. Oui, la dominance irlandaise. Parce que quand c'est pas Willy Mullins, c'est Gavin Cronwell, c'est un Irlandais aussi qui gagne la Gold Cup. Et voilà, c'est assez remarquable. Après, il y a Paul Nichols, il y a Nicky Anderson. Donc ça, ce sont les entraîneurs en activité les plus titrés au cours du festival de Cheltenham. Oui. Ouais. Il y a lui et les autres, hein. Vous me dites oui. Cette année, oui. Mais non, ça c'est dans leur carrière, Dominique. 113, c'est le cours de leur carrière. Il a battu, 113. Je sais plus quel record il a encore battu l'année dernière. Déjà l'année dernière, il a battu un record. Il a tous les chevaux presque, c'est ça? Il est bien armé, ouais. Ils sont un petit peu à cheval le matin. Dans la première course du vendredi, dans le Triumph Hurdle, il en avait de mémoire, je crois que c'est 11.
Et il a passé la plus grosse cote, un cheval qui s'appelait Ponydos. Oui, j'ai vu ça. Là-bas, il y en avait 113, un débutant. Ouais, 113 ou 117 contre 1. Qui est venu battre les deux favoris qui s'expliquaient à la lutte. Et puis le Ponydos, il arrive et tout le monde s'est dit sort 12. C'est un Willy Mullins. Bon, après, il y a des groupes 1. Il y a beaucoup de groupes 1. Oui, il y a trop. Il y en a pas. Il y a même un bumper. Une course de plat, groupe 1. Non, ils aiment bien se mettre des groupes 1. De manière, ceux qui les attribuent, les groupes 1. Donc, dès qu'il faut. Alors, on va faire, hop, groupe 1 pour celui-là. Mais cela dit, le Fact to Fall qui a gagné le Ryan Arches, celui-ci, il vient à Auteuil dans sa façon de sauter. C'est un cheval qui a été élevé en France aussi. C'est bien ça me fait une belle transition. Parce que vous me parlez de venir à Auteuil, mais nous, les Français, on est allés en Angleterre. Que je dors, elle était faite la transition. Évidemment, ça c'est beau ça. Nous sommes allés en Angleterre justement avec il est français dans ce Ryan Arches. Deuxième favori justement. Oui, qui faisait partie des vraies chances. On l'avait vu magnifique deuxième. Il a été pendant un premier temps à l'extérieur de l'animateur. Il a facilement pris l'avantage parce qu'il est français, c'est un crack sauteur. Il a pris l'avantage facilement, mais après, je ne sais pas quoi penser de ce cheval. C'est assez incroyable parce qu'il est tellement facile toute la route et puis quand Fact to Fall vient à son extérieur, on se dit quand même, il n'a rien fait, il est français. Il l'a toujours eu sur le porte-bagages aussi. Oui, bien sûr. Mais il n'a jamais été tranquille. Théoriquement, il y a deux chevaux les autres. Il est français à cet instant du parcours. Fact to Fall, il l'éteint littéralement. Et regardez comme il termine. C'est à chaque fois qu'il a été battu, même en France, il est français. C'est pas il est battu à la lutte, il est battu, il est éteint. Et là, son action pour finir. Messieurs, vous pensez quoi, Dominique? Son action pour finir. Je pense que le dénivelé de la piste lui convient pas. Il avait gagné en Angleterre sur une piste beaucoup plus plate à Kempton et corde à droite. Mais bon, je pense pas que la corde rentre en jeu, mais surtout une piste plate. C'est un cheval qui est bourré de vitesse, qui est bourré de talent. C'est un cheval exceptionnel. Voilà. Sauf que la montée de Cheltenham, les deux montées de Cheltenham, lui conviennent pas. Il est gagnant de groupe 1 déjà en Angleterre. On peut pas gagner à chaque fois quand on est un cheval de groupe 1, surtout en obstacle. Regardez, même nous en France, bon, il n'y a que 9 groupes 1, mais en gagner 2 dans l'année, c'est très difficile. Ouais, c'est quand même décevant, Dominique. Moi, je vais bien, mais moi, je suis pas déçu. Moi, je pense. Vous n'êtes pas déçu, vous? Ah non, je pense qu'il a pas fait le tracé. Oui. C'est un cheval exceptionnel et il a gagné déjà son groupe 1 en Angleterre. Maintenant, Cheltenham, c'est... Deuxième des King George. Je vous jure que quand vous ne l'avez pas fait à pied, la piste de Cheltenham, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. C'est des montagnes russes. Ouais. Vous connaissez Cheltenham Moi, j'y suis allé deux fois, là. J'ai été voir à pied, on a fait le tour à pied, mais... Et un cheval comme ça, qui a beaucoup de vitesse, qui saute très vite, est un petit peu... Je pense qu'il est handicapé à Cheltenham, qu'il ne sera pas sur d'autres champs de course. Justement, on va voir comment on peut faire pour essayer de gagner là-bas au cours du festival. Alors, on a pu gagner dans d'autres conditions sur l'hippodrome de Cheltenham, mais pour le festival, c'est plus compliqué. C'est notre séquence, on en parle. Et pour évoquer justement le fait de pouvoir s'imposer au cours de ce meeting, ce festival. Il faut préciser qu'on parle des chevaux entraînés en France, pas des FR, des chevaux élevés en France qui là-bas. Non, mais moi je parle des chevaux français, c'est ceux qui sont entraînés en France. Aux gens qui... On en a couru 3. Voilà, j'ai gagné 4. Ouais, bah, alors... Non, mais on avait une vraie chance, Dominique. Ah bah non, mais là c'est cette année-là, on n'avait pas de chance. Avec les Français, JetBlue qui avait gagné la préparatoire et Stencil qui était grandissime favori. Cette année, on n'avait pas de chance de gagner. Déjà, il faut souligner le panache des entraîneurs qui vont à Cheltenham parce que ça, c'est magnifique, ça, c'est le sport. Mais cette année, on avait quand même 3 belles chances pour très bien faire. Et pour gagner, c'est quelque chose, mais au moins jouer la victoire. Et là, il est français, et il n'est pas deuxième, il est 6e. Voilà. Avant de répondre, avant de vous exprimer, on accueille dans l'émission un homme qui sait ce que c'est que de gagner au cours de ce festival de Cheltenham. C'est Thierry Doumen qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Oui, qui dit festival de Cheltenham, on pense eh bien à vous, Thierry. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous allez tous bien, j'espère. Vous avez remporté, vous êtes le dernier lauréat de groupe 1 au cours du festival de Cheltenham. C'était donc en 2003 avec Barracuda. On vous a vu briller également sur plein d'autres hippodromes en Angleterre. Elle est vraiment particulière, cette piste de Cheltenham, c'est vraiment à part. Oui, définitivement. Dom l'a très bien remarqué et mis en évidence. Et puis non seulement elle est vraiment très particulière et c'est un profil qui est tout à fait unique, mais en plus c'est pas forcément parce qu'on arrive à gagner le préparatoire au festival qu'on arrive à gagner le jour du festival. C'est le meeting, le festival de Cheltenham reste chaque course, tous les partants sont préparés à 300% et c'est pas toujours les mêmes lignes qui se répètent. La pression est énorme. Comment dire, chaque cheval est là à son pic.
Chaque jockey sait que de toute façon, il y a une cadence du coup qui est vraiment intensifiée par le fait que ce soit vraiment le festival où tout le monde veut s'imposer, tout le monde veut gagner. Et du coup, les courses sont beaucoup plus intenses. Les rythmes sont multipliés. Les cadences sont incroyables et puis il y a certains chevaux du coup qui trouvent pas forcément leur cadence, qui n'arrivent pas forcément à respirer aux bons endroits, et quand on descend les côtes, on est peut-être en sur-régime et on a des virages avec beaucoup de pression, on n'a pas ses aises, la corde est très importante, donc ça tasse beaucoup. Et puis si le cheval n'a pas vraiment trouvé sa cadence, et soudainement il faut rajouter de la pression dans une montée, et ça peut couper les jambes. C'est vrai que j'ai monté beaucoup de courses là-bas, j'ai entraîné des chevaux pour courir les groupes 1 là-bas, c'est vraiment très particulier. Thierry et Dominique et Maxime et Nicolas également si vous le souhaitez, mais est-ce qu'on peut se poser également la question de savoir, en 2003, le marché du cheval d'obstacle était beaucoup moins ouvert, il y a beaucoup moins d'achats de chevaux en Angleterre, de la part des Anglais et des Irlandais. Est-ce que finalement le niveau n'a-t-il pas été en progression en Angleterre et en Irlande? Je demandais déjà à Maxime. Est-ce que finalement on n'a pas vendu nos bons chevaux pour espérer aller courir là-bas? Après ils achètent des bons chevaux, ça c'est une évidence, mais je crois pas. Moi je pense que c'est seulement la méthode d'entraînement dont il faut parler. J'étais chez Tom George, du coup le père de Noël George, mardi matin, et il a un dénivelé de plus de 20% où les chevaux font canter là-dessus. Mais je n'en croyais pas mes yeux. C'est assez remarquable. La montée, c'est même en vélo, même à pied, ça va le peine. Donc à cheval, c'est incroyable. Donc je pense que si Noël George a ça, ils ont tous ça. Et quand on voit même les chevaux les galopeurs à Newmarket, Tom George, pardon, les galopeurs à Newmarket, c'est pareil, il y a un dénivelé qui est incroyable. Donc je pense que c'est cette façon de travailler. Vous êtes d'accord, Dominique? Ça pourrait être un élément. C'est la façon de travailler des Anglais et des Irlandais. Ils adorent travailler leurs chevaux sur des pistes à pourcentage élevé. C'est leur façon de faire. Mais ça compte forcément pour un tracé comme Cheltenham. Oui, c'est pas parce que tu mets il est français chez Willie Mullins qu'il va gagner la Gold Cup. Chaque cheval est spécifique. Mais la façon d'entraîner anglaise est différente de la française. Et eux adorent travailler sur les dénivelés. Donc c'est peut-être que leurs chevaux sont moins surpris des dénivelés après en course. Mais ils ont aussi, comme nous, des chevaux qui gagnent des groupes 1 à Cape Town et qui sont incapables de gagner un groupe 1 pendant le festival. Ils sont comme nous. Sauf que eux, c'est le Graal. C'est là où ils emmènent leurs meilleurs chevaux. 80% qu'on leur a vendu, donc on peut faire cocorico quand même. Thierry, vous avez le sentiment que le niveau est supérieur aujourd'hui en Angleterre ou en Irlande? Non. Je crois que le niveau en Angleterre et en Irlande a toujours été très fort. Avoir les ratings sur les 20 dernières années ou les 30 dernières années, j'ai pas l'impression que leurs chevaux se soient améliorés. Je crois que les ratings sont sensiblement les mêmes. Non, je suis pas convaincu que les chevaux sont devenus meilleurs là-bas sur les 20-30 dernières années. Je pense que ça reste, ça a toujours été extrêmement compétitif, ça le reste, mais qu'effectivement, si on décide et si gagner un groupe 1 à Cheltenham est un objectif, même entre les deux France, ça reste possible, mais il faut que ce soit un choix. Et ça, il faut quand même du coup mettre une grosse priorité sur le programme d'entraînement du cheval autour d'un objectif. Et ça, c'est pas facile. Ça se prépare presque un an et demi à l'avance, c'est ça. Parce que c'est une question de calendrier aussi, c'est toujours pareil. Au mois de mars, accès une préparation des très bons chevaux. On ne peut pas jouer sur tous les plans. Voilà, exactement. On ne peut pas vouloir briller au plus haut niveau en France et aller au mois de mars à Cheltenham et faire la course qu'il faut faire dans un festival où ça barde à 2000, c'est un truc de fou. Donc c'est des choix à faire, D'un autre côté, il y a aussi des propriétaires qui demandent à aller se faire plaisir en allant courir lors du festival et d'être présent, quoi, parce que c'est une vraie fête, c'est une ambiance. Et puis on a comme je dis, on a un très très beau contingent, on a beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'éleveurs qui ont vendu des chevaux aux Anglais, c'est un endroit où tout le monde se regroupe. Et puis, personne ne se regarde du coin de l'œil en disant ils nous ont battus, on les a battus. Après, à mon sens, c'est très tactique parce que les Anglais, quand ils viennent chez nous, ils sont décontenancés, non, parce que on a tendance à penser qu'ils font du rythme, etc. Ouais. Mais nous, on a cette faculté de pouvoir, je pense à Tellem, par exemple, j'en parlais pareil cette semaine avec Bertrand Le Métayer, une course qui est rythmée, un cheval comme Tellem, avec son accélération, mais il les terrasserait, je pense, qu'il est taillé pour faire à Cheltenham. On ne sait pas.
Non, mais mais c'est un profil de cheval qui est capable d'accélérer. Les Anglais, ils arrivent avec des chevaux, ils bourrent, etc. Et c'est un peu des courses, entre guillemets, à la mort. Et les très bons, ils vont au bout de leur effort, ils sont capables d'accélérer pour finir. Et quand ils viennent en France, nos courses sont plus tactiques, sont plus fines, avec voilà, des jockeys qui ont plus d'importance. Et chez nous, je pense qu'on est meilleurs. Chez eux, ils sont meilleurs. Mais je reste persuadé qu'on a les meilleurs chevaux. On les bat au rugby, c'est bien. Mais on voit pas nos meilleurs chevaux d'Auteuil. Non, voilà. C'est la réponse, elle est là, c'est tout. Nos meilleurs chevaux qu'on voit à Auteuil gagner les groupes 1, on les voit pas. Alors, il est français, c'est certainement un crack, mais on l'a déjà vu finir dernier à Auteuil, non? Oui, bah oui. Oui, non, mais c'est peut-être un jour sans. Enfin, je ne connais pas le cheval, mais je l'ai vu gagner à Auteuil, mais je l'ai vu finir dernier aussi. Et d'ailleurs, il n'a pas eu de problème de santé. Le scope a été bon parce qu'il avait eu un problème de santé à Auteuil dans le Murat. Non, mais voilà, pour justement rebondir. Du champ de course, dans le grand cycle aussi. Mais bon, je sais pas. Mais... Et d'ailleurs, l'inverse est également vrai, Thierry, puisque les Anglais, quand ils viennent courir le Grand Styx, ça se passe pas bien. Oui, non, mais là, je crois qu'il faut séparer deux choses. Les Anglais ne cherchent pas vraiment à venir en steeple en France parce que ce ne sont pas les mêmes obstacles. Et s'ils devaient le faire, il faudrait qu'ils s'y prennent 4 courses en avant et sacrifier leur objectif de Cheltenham. Eux, leur objectif, c'est Cheltenham. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont jamais venus pour le week-end de l'automne, parce que en fait, c'est en début de saison pour eux. Et quand ils viennent pour le meeting du Grand Styx, c'est parce que éventuellement ils ont un cheval qu'ils n'ont pas pu placer ou qui a loupé des courses, qui n'a pas fait ça vraiment sa saison, et par opportunisme un petit peu, ils se disent bon on va quand même tenter une bonne course à Auteuil. Et souvent ils viennent avec un bon cheval de haie. Et là, on les a vus nous battre un peu plus d'une fois. Ah oui, c'est dur. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'effectivement, en steeple, c'est pas leur sport et ça ne les intéresse pas. En revanche, en haie, ils sont capables de mettre un bon cheval de steeple et de nous en battre en haie. Et c'est vrai que notre objectif en général n'est pas Cheltenham, et leur objectif en général n'est pas la réunion des grands cycles. Et quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont un cheval, ou comme Willy Mullins, c'est qu'il en a tellement que il essaie de dispatcher un petit peu. Ouais. Il avait envoyé Franco de Port qui avait couru en cross à Cheltenham et qui avait couru le Grand Styx, mais qui était 5e du Grand Styx. Il est 5e quand même. Ouais, voilà, exactement, 5e quand même. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, Thierry, d'avoir été avec nous en direct dans l'émission pour justement nous expliquer un petit peu et puis évoquer ensemble comment ça pouvait se passer pour les Français à Cheltenham. Merci Thierry. Messieurs, on tourne une toute petite page de publicité et on se retrouve après pour la suite de l'émission. Allez, après cette petite pause, on va évoquer l'actualité de notre invité. Je vais y arriver. La pause ne s'imposait pas, loin de là. J'ai du mal à repartir. Nicolas, on va parler de vous un petit peu. On va reprendre la machine à remonter le temps. On aime bien faire ça dans l'émission. Remonter le temps. Ça vous va? Ça vous pose pas trop de problèmes jusque-là? Je me demandais, vous êtes issu du Sérail? Oui, mon grand-père et mon père étaient dans les courses. Ouais. Donc pour vous, c'est pareil, ça a été tout de suite... Oui, je suis né dans un box, comme il dit l'homme. Oui, vous aussi, bien pas loin, le club. Vous n'avez pas tout de suite été en plat? Parlez-nous de votre début de votre carrière. Ouais, j'étais apprenti dans une écurie d'obstacles, chez Jean-Paul Gallorini, et puis il m'a mis tout de suite à Enghien, j'ai débuté, Auteuil après, et après il a vu que j'étais léger. Donc il m'a mis un peu en plat. Mais je faisais les deux, au début. Pas beaucoup en plat, mais plus en obstacle, mais pas beaucoup en plat. Vous aimiez bien l'obstacle également? J'adore ça, je regarde Auteuil tout le temps. Non, j'adore ça. Vous avez remporté Groupe 1 très vite, la première année que je montais. 17 ans? 17 ans, ouais. C'était un souvenir encore présent? Oui, c'est loin. 95. Oui, je m'en rappelle encore quand même. Ouais. On a quelques images au passage du poteau. Regardez, juste devant vous, c'est les images. C'était en 95 avec Silvertal, du coup. Ouais. Tout juste 17 ans, à Auteuil, Renaud du Vivier. C'était quoi, un rêve pour le gamin? Moi, je me suis pas rendu compte. Ah ouais? Bon, je me suis pas rendu compte. Je savais que c'était la grande course de haie. Je crois même qu'il voulait pas me mettre dessus la veille ou un truc comme ça. Jean-Paul Gallorini, quoi. Et puis je me suis retrouvé dessus, et puis j'ai gagné. Après, vous partez en plat? Moi, j'étais léger, donc je montais en plat, oui, pour tout le monde. Un peu tout le monde. Je galopais avec Dom à l'époque. Ouais. Bon, on a fait quelques écuries ensemble. Ouais. On l'a tout de suite vu quand sa position sur les chevaux d'obstacle. Et puis en plus, Gallorini, comme maître d'apprentissage, il n'y a pas
à l'époque, c'était un super patron d'apprentissage. Bon, difficile, mais exigeant. Je dirais pas difficile, mais exigeant, mais très formateur. On a Thierry Culiez aussi qui est passé par la maison. Moi, j'y suis allé aussi de 8 à 14 ans, parce que ma mère était secrétaire chez lui. Il t'apprend tellement de choses, le garçon. Il te donne tout de A à Z. On sort de là-dedans, on sait tout faire. Et du coup, après, nous, on l'a vu arriver un peu partout. Et puis, voilà, tout le monde. Alors, ça veut dire quoi un peu partout, Nicolas? Ça veut dire. Il n'y a pas de maison près. Ouais, vous étiez un peu un électron libre, on va dire. J'étais jeune. J'étais jeune, on allait partout. D'accord. Voilà. Non, j'étais à l'heure pour galoper les chevaux quand même. Ok. Et vous avez gagné le prix Exbury, votre plus belle victoire en tant que jockey, en plat, c'est l'Exbury. Oui, pour Patrick Causian. Patrick Causian. Ouais, c'est un bon souvenir, ça, avec Patrick. Patrick, ouais. J'ai beaucoup appris avec Patrick. J'ai aimé travailler avec lui, c'est un grand professionnel. Patrick Causian, ouais. C'était super, c'était une super victoire. C'est même sa plus belle à lui aussi. Ouais, c'était avec Affaires solitaires, on a vu les images. Et ensuite, comment ça va se passer? Parce que vous allez monter aussi pour Jean-Claude Séroul, vous allez... Comment ça se passe de Patrick Causian, je suis passé premier jockey chez Jean-Claude Séroul. Ça a duré 3 ans et demi, mais j'ai arrêté ma carrière de jockey. Pourquoi? J'en avais marre. C'était quoi le poids? C'était le poids, puis je trouve que c'était le bon moment, quoi. Fallait arrêter. Avec quel âge? J'avais 40 ans. Ouais, 40, on arrête. Voilà. C'était le bon moment, fallait arrêter, fallait passer à autre chose. J'ai fait 1 an assistant chez Jean-Claude Séroul sous l'entraînement de Jérôme Régnier. D'ailleurs, au moment où vous arrêtez en août 2019, j'ai retrouvé une interview dans le Paris Turf. C'est Stéphane Longubardo, le 10 août 2019, il dit vous aviez quitté définitivement le monde des courses. Non, j'ai passé une licence de taxi pour dire si ça va pas, parce que l'entraînement, j'allais pas rester dans une écurie, garçon d'écurie, quoi. Où je passais ma licence d'entraîneur, ou je faisais autre chose. Voilà. Et j'ai passé ma licence de taxi parce que j'avais rien à faire pendant 3 mois. Donc je l'ai passé, je l'ai eu. Et après, je suis rentré assistant, comme c'était prévu en fin d'année. D'accord, vous avez laissé cette opportunité quand même au cas où. Au cas où, parce que c'est pas facile passer entraîneur. L'après-jockey, c'est pas simple à gérer. Ouais. Non, mais c'est pas simple à gérer. Si on a le but de devenir entraîneur, c'est simple. Oui. Mais, et puis après, il y a toujours un créneau de génération. Il y avait encore quand Nico a arrêté, il y avait encore des entraîneurs qui n'étaient pas vieillissants sur Marseille. Il y avait encore du monde qui tenait la route. Et les places étaient chères. Là, cette année, par exemple, nous, on a vu cette année, on a eu Pascal Barry qui a arrêté. Carlos Lafont-Parias, ça laisse de la place aux jeunes. Quand lui a décidé de s'installer, il n'y avait pas grand monde encore qui arrêtait à Marseille. Et puis, pendant sa formation, il y a quelques entraîneurs qui ont arrêté, d'autres qui sont arrivés, et ça a rajeuni un peu les entraîneurs de Marseille. C'est Jérôme Régnier que vous faites votre stage. Je suis resté assistant, avec Jérôme Régnier, chez Jean-Claude Séroul par contre. D'accord. Mais c'était Jérôme l'entraîneur et ça s'est très bien passé. J'ai encore beaucoup appris avec Jérôme. Pareil, c'est un grand professionnel, donc on apprend. Et puis, il m'a laissé pas mal la main libre, donc c'était très très bien. J'ai appris plus vite, quoi. Mais après, j'ai décidé, quand j'ai passé ma licence, j'étais sûr de moi. Ouais. Vous avez démarré avec peu de chevaux? C'est dur de démarrer avec... il y en a. Ah si, il y en a, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, oui. J'ai démarré avec peu de chevaux. Déjà, faut avoir des clients, faut que les clients vous fassent confiance, parce que quand on s'installe, faut faire ses preuves, une fois qu'on est installé. Donc j'avais, je sais plus, 6-7 chevaux au début, 7. Et puis ça a augmenté petit à petit toute l'année, quoi. J'ai gagné... je crois que je me suis installé le 1er février, j'ai gagné le 8 février, quelque chose comme ça. Ouais. C'était votre 7e partant avec Wootton Saga à Marseille. Ouais, c'est ça, Wootton Saga, ouais, pour Madame Giral. Et puis après, quand on commence à gagner des courses, il y a des clients qui viennent, et puis ça s'agrandit tout petit à petit. Quoi. Là, on voit les victoires, on voit le nombre de chevaux également. Et ça a été quand même très vite parce que, je le rappelle, c'est quand même en 2021 que vous êtes installé. Donc c'est quand même très très rapide. C'est une ascension croissante avec l'évolution des chevaux, l'évolution des victoires. C'est une ascension logique. Et donc, surtout le résultat d'un travail bien fait. Quels ont été pour vous le début, les débuts et les petites choses qui vous ont compliqué la vie? Est-ce qu'il y en avait ou pas trop? Parce que pour vous, c'était assez simple.
Le travail de changer quand on passe de jockey à entraîneur. Est-ce que ce cap-là a été simple à aborder? Non, ça a été simple dans un sens parce que j'ai depuis après la crise de jeunesse, j'ai toujours travaillé après. Ça n'a pas duré trop longtemps la crise de jeunesse, c'était pas la crise. Voilà, elle a duré quelques années. Après quand je me suis calmé, après j'ai toujours travaillé, donc ça a été simple. Hein. Il a travaillé pour des grosses maisons, il a travaillé pour Pascal Barry longtemps. C'est pas le même métier, c'est ça que je veux savoir, c'est que quand on change de métier, parce qu'on a beau dire qu'on reste dans le même univers, on change de métier. Ça dépend aussi des maisons dans lesquelles vous travaillez. Là, par exemple, il dit pour Jérôme Régnier, qui me laissait un peu carte blanche, qui me laissait évoluer, ça vous fait progresser très vite. Moi, je me rappelle quand je montais pour Pascal Barry, et il montait aussi pour Pascal Barry, c'était un peu notre jockey d'entraînement plus, parce qu'avoir un Perret sur ses bons chevaux le matin, c'était important. Et pareil, Pascal Barry, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup d'entraîneurs de très haut niveau, mais il faisait pareil pour ses cavaliers. Il donne confiance aux gens et il vous fait prendre des responsabilités. Un jockey d'entraînement est considéré comme un jockey chez Pascal Barry, et donc ça vous fait avancer, vous apprenez parce que vous prenez vos responsabilités. Et vous avez confiance en vous, du coup. On va faire une pause, on va faire la petite séquence tac au tac avec Maxime, et après on reviendra sur la suite. Maxime. Quel est votre cheval de cœur, Nicolas? Il fallait en citer qu'un seul. Celui qui vous a le plus marqué. C'est dur, ça. Mais moi, je suis amoureux des chevaux, pas d'un cheval. C'est simple, hein. C'est la vérité. Ça me va très bien. On les a pas longtemps l'entrée à l'écurie, on peut pas s'accrocher à des chevaux. Voilà, j'adore un cheval comme Bozio qui est à l'écurie, je l'adore. Ça fait pratiquement depuis que je suis installé que je l'ai. Je crois 6-8 mois après. Ouais. Voilà. Un instant aussi. Un instant, oui. Après, c'est une autre histoire. Un instant, c'est ma femme qui l'a choisi aux ventes. C'est pas mon cheval de cœur, j'adore ce cheval, mais j'adore tous mes chevaux qui sont en entraînement. Dès qu'ils rentrent dans mon écurie, j'aime mes chevaux aussi. J'aime les chevaux en dehors de mon écurie, j'aime les chevaux en général. Donc, cheval de cœur, non, j'en ai pas. Non. Quel est votre hippodrome préféré? Forcément un, quand même. Ouais, j'aime bien Saint-Cloud, Longchamp, on va dire. Puis on est bien à Marseille aussi. Et votre plus gros défaut? Voilà. Peut-être mon caractère. Et quel est votre rêve? Ouais, pas spécialement. Continuez comme ça. Le lundi soir, vous préférez regarder une nocturne au trot au Croisé-la-Roche ou marié au premier regard? Ma femme, elle doit être en train de rigoler. Marié au premier regard, bien sûr. Expliquez-nous, là. Vous croyez à l'amour comme ça, sans se voir? Ah non, mais bon. Par jour, vous passez combien de temps sur le site de France Gallo? J'en sais rien. C'est trop compliqué. Ouais. C'est votre téléphone ouvert, France Gallo Direct. Ouais. Vous arrivez à déconnecter quand même de temps en temps? J'ai du mal. Vous avez parlé avec ma femme. Vous préférez gagner à réclamer au Pont de Vivo ou aller voir une course de rallye avec votre femme? On va aller au rallye. Bonne réponse. C'est mieux, je pense. Bon, ça se termine bien, c'est tout bon pour moi. Vous êtes donc un fan de Mario au premier regard. Là, ça m'interpelle. Je suis désolée, Nicolas, mais ça m'interpelle. Il en faut pour tous les goûts. Bien sûr. C'est son moment où il déconnecte. C'est son moment où il déconnecte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir tellement. Regarde ça. Non, mais c'est tellement marrant. Quand on a passé 4 heures sur France Gallo avec les engagements, en rentrant des courses, on se pose et on se dit tiens, on va regarder ça. Je porte pas de jugement, faites bien ce que vous voulez. Vous disiez, pour moi, la principale, c'est de durer. Oui, c'est de durer. Après, c'est facile de monter en haut, mais ça va plus vite Enfin, c'est facile. C'est dur de monter là-haut. Mais par contre, d'y rester, c'est encore plus dur. Mais la descente, elle va... Ça, c'est du jour au lendemain. Hein. L'année dernière, quand Jean-Claude Séroul vous a appelé pour être son entraîneur, ça vous a surpris? Vous attendiez cet appel? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, ça m'a surpris. Non, j'attendais pas du tout cet appel. Non. Comment ça m'a surpris. Il est venu me voir aux ventes. Non, il est venu me voir aux ventes. Mais c'était, surpris parce que après, il y avait tellement de bruit qui courait. Tellement de noms d'entraîneurs qui couraient, même après qu'il m'ait vu et que même qu'on s'était mis d'accord, il y avait encore des noms qui couraient. Mais bon, ça après, moi, on laisse parler. Mais oui, j'ai été surpris sur le coup, même si on savait qu'il cherchait un entraîneur. Hein. C'est une belle forme de reconnaissance aussi, d'avoir une telle écurie. Ah oui, c'est une fierté aujourd'hui. Hein. C'est un plaisir tous les matins.
on entraîne quand même des chevaux qui arrivent avec des origines. Les mères sont toutes black type, des frères et sœurs Et ce qui peut gros. faciliter un peu le travail aussi, c'est que dans les produits, dans les mères, t'en as monté. Beaucoup, Donc, oui. J'en connais plein. Sur le pédigré, des frères, des sœurs, le des fait mères. d'avoir été premier jockey pour cette grande Kazakh, maintenant les entraîner, je dirais que c'est plus facile, mais ça aide. Hein. Ça apporte quelque chose en plus. Ça aide beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Non, c'est pas plus facile, mais ça apporte quelque chose. Ouais, non, c'est clair. On a eu plusieurs 3 ans. J'ai regardé aussi, moi aussi, sur France Gallo, les chevaux que vous avez pu engager dans les classiques. Vous avez pas mal d'espoir cette année avec vos poulains et pouliches. J'ai l'impression que vous êtes bien armés. J'ai une très bonne année de 3 ans, je pense. Ouais. On n'a peut-être pas tous vu, parce qu'il y en a qui n'ont pas débuté. Vous avez déjà engagé malgré tout dans les classiques. Ouais, mais ça retarde beaucoup avec lui. Mais bon, on va y arriver un jour, je pense. Ouais. Crocky Run parlait. Et après, il y avait Instant Fragile. Aujourd'hui, qui nous a déçus. On va revoir notre copie. Et puis, il y a Les Petits Princes qui courent demain. Qui a été impressionnant également le jour de ses débuts à Cagnes. On va voir demain s'il répète ou si on revoit notre copie aussi. C'est en permanence renouvelé. J'ai bien aimé celui de Toulouse. Comment il s'appelle? Ah, mais il recommence avec Toulouse. Rico, comment on peut acheter un cheval à Rico? Je sais pas, tu demanderas à Jean. Ouais, quand je vais croiser M. Séroul, je sais ce qu'il va te répondre. Sa mère s'appelle Fève. Très sympa. Il l'a déjà dit, ce que j'ai déjà demandé. En tout cas, moi, j'ai adoré ce poulain qui débutait contre des chevaux qui avaient couru. Après, il fait tardif. Il sera peut-être pas prêt pour les grosses bottes. Non, mais il n'est pas engagé de toute façon dans les bottes. Donc l'histoire, elle est simple. Il n'est pas engagé, il n'ira pas. Il fait un peu tard. Non, il recourt peut-être mercredi, lui. C'est un bon poulain, ouais. Bon, et d'avoir récupéré Sylvain Ruiz, avec qui tu montais en course, ça doit être un atout aussi, parce que vous vous connaissez très bien. Ah ouais, on se connaît très bien. Il travaille chez moi, pas chez Jean-Claude Séroul, mais il va galoper les Séroul régulièrement. Non, c'est très bien d'avoir quelqu'un... Parce que vous vous connaissez bien, quoi. Ah oui, depuis des années, on a monté en course ensemble. Vous parlez de copains, il y a un copain à vous qui a un petit message à vous faire passer. Salut l'équipe, salut Nicolas. L'émission m'a demandé de raconter une anecdote ensemble. Il y en a tellement que je n'ai pas su laquelle choisir. En revanche, je vais dire que je suis hyper admiratif de ton parcours. Je suis obligé de dire que dans notre chambre de 4, avec Nicolas Collery et Stéphane Adjadj, pas beaucoup de monde aurait misé 1 euro sur nous pour arriver là où on en est. Je suis admiratif parce que tu as commencé à monter à cheval bien avant nous. Quand nous on faisait les box, tu étais déjà en train de sauter les obstacles à Hauteuil. Je t'ai vu devenir jockey de plat. Pendant que nous on rentrait seulement, je pense que je montais mon premier 2 ans. Donc voilà, je t'ai vu préparer des chevaux pour toutes les grandes Kazakhs, le Prince Abdullah, la famille Nirkos chez Pascal Barry. Je t'ai vu devenir descendre dans le sud et devenir premier jockey pour Jean-Claude Séroul. Et puis contre toute attente, je t'ai vu faire les devoirs sur la table de notre salon. Voilà, pour moi c'était des super moments. T'as réussi ce que tu souhaitais. Pour moi c'était une évidence. Je sais que t'es né dans ce monde-là, t'as été jockey, t'aimes tes chevaux, tu aimes la compétition. Voilà, pour moi c'était une évidence. Je sais que tu vas y arriver. Je suis fier d'être ton ami et fier d'être ton jockey de temps en temps. Voilà, je t'aime frérot. Sympa. Ouais. Copain de chambré au bout d'un moment. Oui, et visiblement, il y a eu pas mal d'ambiance dans cette chambrée. Belle équipe. Faut pas raconter, il a bien fait. Ah, mais il a bien fait. Et pourtant, je lui ai demandé, il m'a dit, je peux pas. Non. Ça devait être drôle. Collery, la Judge, Perret, Pasquier, ça devait être... c'est une belle équipe. Ça devait être drôle. À 14 ans, dans la même classe et la même chambre. Ça devait être drôle. Elle est costaud pour être prof. Quand je suis venu faire mon stage d'entraîneur, j'ai dormi chez lui pendant 5 semaines. C'est ça qu'il disait, en train de faire ses devoirs sur la table. Oui, je révisais tous les soirs. C'est très dur, c'est dur, ouais. Parce qu'on a juste un petit CAP agricole, nous, quand on sort de l'école. Non, mais c'est très difficile. Il faut repartir à apprendre. Le mécanisme d'apprendre avec l'objectif de l'avoir, c'est pas simple. Félicitations, en tout cas. Merci. Et bonne route pour la suite. On enchaîne, nous, rapidement avec les petites infos en bref. On a très peu de temps, voire pas de temps. Ouais. Donc on va retenir Rosario Baron,
qui nous a rassurés l'autre jour à Auteuil. Exactement. C'était samedi. Ouais, c'était moyen à Pau, il était 4e et cette fois il nous a fait du Rosario Baron. Faut pas oublier qui c'est celui-ci. C'est évidemment un lauréat de grand style. Il trouvait un lot intéressant pour renouer avec le succès. Il y avait Bon Garçon sur sa route, un 5 ans qui est pétri de qualité, et Ngo Twings qui lui aussi a de la qualité, mais qui n'était assurément pas dans son meilleur état, en tout cas dans sa meilleure forme. Il a fait beaucoup de fautes, il n'a pas été en mesure d'inquiéter Rosario Baron. Et Bon Garçon, ces deux-là vont se détacher pour jouer la victoire. Bon Garçon prend l'avantage à cet instant pour sauter la dernière haie, mais Rosario Baron, voilà, là cette fois-ci, il ne voulait pas être battu. Il a montré que c'était lui le patron, qu'Auteuil c'est son jardin et qu'il n'allait pas se faire battre par un 5 ans ce jour-là. Il est reparti à la lutte. Il est évidemment rassurant et il pourra avoir des ambitions au plus haut niveau, ça c'est une évidence. Ce qu'il faut aussi retenir dans cette épreuve, c'est évidemment le deuxième, Bon Garçon, qui celui-ci, je crois... Préféré. Vous préférez tous les deux Bon Garçon à... Il y avait 3 kilos, un 5 ans qui rend 3 kilos à un gagnant de grand steeple. Ouais. C'est pas une tâche facile, il a affronté les meilleurs en haie, il est placé de groupe avec les meilleurs en haie à 4 ans, il est placé de groupe avec les meilleurs en steeple à 4 ans. C'est un super cheval, c'est un cheval qui a répondu présent à chacune de ses courses. Il a été battu dans le Morgex par le gagnant du Grand Steeple des 4 ans. Il a été battu par le gagnant du Grand Steeple des 4 ans en haie, la grande course des 4 ans en haie. C'est un super cheval et il a très très bien sauté. Attention. C'est un chaillé pas marre. On connaît la musique, ça va venir tout en progression, mais celui-ci, pour moi, c'est. Et en tout cas, on est ravis de voir de Rosario Baron qui repart comme ça sur le plat, comme un petit jeune. On est content. C'est ça. Je suis l'impression qu'il marche au moral aussi, ce Rosario Baron. Il a bien dominé quand même. Il était beau là, il était vraiment beau. Et Daniel Amélé avait dit que peut-être il n'était pas suffisamment prêt pour faire une rentrée dans le Grand Prix de Pau. Ça va nous emmener jusqu'au 18 mai pour le Grand Steeple. Le temps, mais ça arrive vite, cher ami. Mettez votre réveil. Des infos concernant Étonnant. Vous savez, on ne l'avait pas revu pendant de longs mois. Il a fait sa rentrée dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Magnifique deuxième, d'Émeraude de Baie. Sous des trompes d'eau, il a été impressionnant, Étonnant. Il a rassuré tout le monde. J'étais présent ce jour-là. Avant la course, j'ai demandé à Anthony Barrier s'il y allait sans pression pour se faire plaisir. Il m'a dit non, on fait feu et on fait course. Et le cheval a fait course et il est excellent. Deuxième d'Émeraude de Baie dans le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer. Prochain rendez-vous, le Prix de l'Atlantique, le 19 avril. Actuellement, il fait la saison de monte chez Franck Leblanc. Sachez qu'Anthony Barrier est passé le voir ce matin même et le cheval est magnifique. Voilà, c'est une nouvelle sympa ça d'avoir des nouvelles d'Étonnant. Je vous ai prévenu, c'était vraiment une petite actualité très brève parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps, on avait débordé, mais c'était avec plaisir. Merci et bien sûr de nous avoir suivis. Merci beaucoup Nicolas d'être venu ici, jusqu'ici, sur notre plateau. Et messieurs, à très vite. Merci. À très vite, bonne soirée. On remercie toutes les équipes dans régie. Fin de cette émission, on n'allait évidemment pas se quitter sans rendre un hommage à Alexandre Roussel qui nous a quittés jeudi à l'âge de 49 ans. Alexandre qui comptait plus de 1300 succès, un jockey fort sympathique qu'on a beaucoup apprécié au cours de ces nombreuses années, très en vogue, notamment dans l'ouest de la France. On l'a vu également au plus haut niveau, Alexandre, avec Helios Carcus en 2004. Il était venu témoigner ici dans l'émission lorsqu'il nous avait annoncé l'arrêt de sa carrière. Grosse pensée, très émue à son épouse Olivia, à ses fils Léo et Ilan, à Manon, ainsi qu'à tous ses proches. L'équipe du Grand Débrief adresse ses plus sincères condoléances. On se quitte avec des photos d'Alexandre.